Écoute, on pourra revenir sur le degré de préparation, mais je lève autant mon chapeau sur la façon de faire des Blue Jays que peut-être le manque d'ajustement du côté des Dodgers. On sent pas beaucoup d'énergie. L'expression que j'ai employée au cours des derniers matchs, et c'est certainement le match numéro 5, c'est de dire, on a l'impression que les Dodgers jouent pour ne pas perdre, alors que les Jays jouent pour gagner. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Don Match, à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Husereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, Alain Husereau et Mark Griffin. On va s'attarder exclusivement sur la série mondiale qui se déroule entre les Blue Jays de Toronto et les Dodgers de Los Angeles. Toronto mène la série 3-2 contre les attentes de plusieurs observateurs. J'en suis. Moi, je lève mon chapeau à ce que j'ai vu depuis le début de cette série-là envers les Blue Jays de Toronto. Je suis pas impressionné par les Dodgers à tout point de vue. Je dois le mentionner, Marc. La première question que je vais te poser, qu'est-ce qui te frappe? On peut aller dans plusieurs directions, là, mais si je te demandais la première chose qui te frappe chez les Blue Jays de Toronto et leur façon de faire depuis le début de cette série-là. Bonne question pour d'entrée de jeu, mon cher Alain. C'est ça, on rentre dedans. Oui, écoute, en fait, tu l'as un peu mentionné dès le départ. Moi, c'est la résilience des Blue Jays. C'est comme on n'est pas intimidé. On joue à balle, on se présente là parce que les Dodgers arrivaient avec quand même cette réputation, cette masse salariale, ces joueurs talentueux, les Shohei Ohtani, champions défendants. Je veux dire, la liste est longue, là. On est arrivé là-dedans du côté de Toronto, puis on s'est dit, parfait. On arrive avec notre style à nous. Fait que c'est d'avoir implanté le style des Blue Jays. Tu sais, Alain, on va se dire, on savait là que le maillon faible des Dodgers, c'était cette relève là, qui faisait le pont entre un partant et peut-être Sasaki. Écoute, les Blue Jays sont rentrés là-dedans. Regarde le nombre de points que les Jays ont marqué en 6 ou 7e manche dans cette série-là. Ouais. Fait que ça m'a sauté aux yeux. Puis le fait que les Dodgers sont pas capables de retrouver un certain rythme en attaque et au point où dans le match numéro 5, vous avez pensé au match numéro 5 l'année passée, Alain. Alors que les Yankees étaient très sloppy en défense hier, je vais dire, pas hier, mais bien dans le match numéro 5. Les Dodgers ne jouent pas comme les Dodgers ont joué au cours des 2 dernières années. Là. Je parle pas de match. Alors, ça m'a sauté aux yeux. Oui. Écoute, Marc, là, je vais te nommer 4 joueurs chez les Dodgers. Andy Pages, Mookie Betts, Max Muncy, Tommy Edman. Les 4 ont le pire win probability added des Dodgers. Là. Et je porte mon attention sur Mookie Betts. Pourquoi, Marc? Moi, je pense que c'est le joueur clé. Dans la mesure où on ne veut pas affronter Ohtani. Ohtani, sur la fin, doit faire du dommage à un moment donné. Les Blue Jays l'ont compris. On va lancer autour. Il y a des circonstances où tu ne peux pas lancer autour. Par exemple, si tu as des coureurs sur les buts, puis si tu as le point égalisateur au premier, c'est un peu traite de l'envoyer au deuxième alors qu'il y a moins de 2 retraits. Premier frappeur de la manche, on connaît les probabilités. Les Blue Jays sont au courant aussi. Donc, pour pallier ça, il faut absolument que le deuxième frappeur qui suit Ohtani produise. Puis là, on a été capable de complètement l'éliminer de la carte. Parce que si Betts produit, là, tu peux plus lancer autour de Shohei Ohtani, parce que sinon, tu vas payer en double. Mais ça fait... écoute, la tenue de Mookie Betts, moi, je trouve, fait énormément mal aux Dodgers de Los Angeles. Je pense que c'était la clé. Puis moi, écoute, on pourra revenir sur le degré de préparation, mais je lève autant mon chapeau sur la façon de faire des Blue Jays que peut-être le manque d'ajustement du côté des Dodgers. Oui, excellent point de vue du côté de Mookie Betts, Alain. Tu as tout à fait raison. Puis, toute l'année, on s'est fié sur, évidemment, Ohtani. Si Ohtani va pas super bien, Betts va compenser. Puis si Betts va pas super bien, Freeman compense. Tu as toujours un des gars qui a l'impression est capable de faire le travail. Alors que là, ce n'est pas le cas. On a maîtrisé Ohtani au bâton au cours des 2 derniers matchs, alors que tout le monde disait « Hey, donnez-y des buts sur balle intentionnels, pourquoi l'affronter? »
Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gérants d'estrade, là, soit dit en passant, chez les partisans des Blue Jays, mais tu as raison. Et je pense que à un moment donné, Alain, c'est que le moral de l'équipe s'en fait sentir. Lorsque tu vois un Betts, bon, tu dis, OK, on a Ohtani sur les buts, puis Betts est retiré. Freeman est retiré. Tu comprends? Il y a comme on sent pas beaucoup d'énergie. L'expression que j'ai employée au cours des derniers matchs, et c'est certainement le match numéro 5, c'est de dire, on a l'impression que les Dodgers jouent pour ne pas perdre, alors que les Jays jouent pour gagner. Puis tu sais, ça, c'est une grande différence dans la façon, là, dans l'attitude. C'est surtout l'attitude là, qui démontre tout ça. Puis tu fais bien de mentionner que là, on n'aura pas peur d'affronter nécessairement Ohtani, compte tenu du fait que on sait que Betts, on est capable de le maîtriser actuellement. Oui, mais on peut prendre la décision en fonction de la situation du match, dans le fond. C'est le luxe qu'on a actuellement avec Shohei Ohtani. 2 retraits, personne sur les buts. Regarde, il nous fera pas trop mal. Tu sais? Puis Kirk, même, à un moment donné, s'en est mêlé en le retirant en tentative de vol. Kirk connaît une série absolument superbe, Marc. C'est lui qui mène l'équipe en passant pour les coups sûrs les plus importants, hein, devant Vlad Guerrero. Les deux ont des MPP au-dessus de 1100. Je pense que les gens sont en train de reconnaître à travers le baseball majeur la vraie valeur d'Alejandro Kirk. Il y en a plusieurs, ça a pris du temps. Marc, je pense que tu fais partie de ceux-là avant de finalement accepter de dire, ben regarde, on a un joueur de qualité là présentement. Puis juste une petite parenthèse, Marc, les Blue Jays, on a parlé un petit peu du fait que comment Kirk a abouti avec les Blue Jays. Il y a une équipe qui a eu la chance de l'embaucher 2 ans avant, Marc. Les Rays de Tampa. Il y a un recruteur qui l'aimait. Les Rays ont passé de retour comme les 28 autres équipes pour les raisons dont on peut se douter. Marc, c'est ça. Moi, je trouve, tu parlais de résilience d'équipe, ça a été la marque de commerce des Blue Jays pendant toute la saison. C'est pas compliqué, on a mal commencé, on a bien rebondi. Puis là, encore une fois, on fait face à des défis. Faire ce qu'on a fait au cours des 2 derniers matchs en George Springer. Regarde, Moi, honnêtement, je trouve ça impressionnant, puis je dois le dire. Tu sais, je te parlais du fait que ça t'a pris du temps avant de reconnaître Kirk. Je dois reconnaître que ça m'a pris un peu plus de temps aussi avant de reconnaître la vraie valeur de cette équipe-là. C'est la beauté du sport, Alain. C'est tu sais, on en veut des surprises, on en veut des équipes qui surprennent. Et tu sais, moi, Kirk, je trouvais qu'il était un bon receveur. Tu sais, c'est un gars qui était capable de bien cadrer les tirs. Mais je trouvais qu'au bâton, ben, tu sais, c'était une balle au sol, c'était une balle à double jeu. Puis, tu sais, je trouvais qu'il amenait pas beaucoup, là, plus, tu sais, s'il frappait pas un circuit, tu sais, où était son efficacité, mais mea culpa. Vraiment, ce gars-là est un joueur complet. Là. Et lorsque je parle complet, là, tu as parlé évidemment du retrait de Ohtani en tentative de vol dans un moment clé. Faut-il le dire, c'était en 9e manche. Là. Tu vas me dire qu'on en a joué 19, 18 par la suite, mais c'était un moment clé à ce moment-là dans le match. Tu sais, des gros coups sûrs, des balles frappées au champ posé, des coups de circuit, il a continué à en frapper. Et, écoute, Savage, là, on va revenir sur le match 5, là, mais Savage, là, je pense pas qu'une fois, il a dit non à Kirk. Donc, Kirk guide les lanceurs qui vont très, très bien. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait que c'est un joueur, ma foi, exceptionnel, là. Puis, les Blue Jays, c'est la première fois, Alain, ils sont sur la grande scène du baseball. Et les gens découvrent cette équipe-là. Là. Nous autres, c'est pas pire, on les suit depuis le début, là. Mais les Américains, là, ils regardent ça aller puis ils sont impressionnés, là. Et, tu sais, t'ajoutes à ça, tu as parlé que toi, les Blue Jays, mais Alain, on joue de la bonne manière. Regarde défensivement comment cette équipe-là est beaucoup plus solide que les Dodgers. Juste à comparer le jeu de Barger hier pas hier, dans le match numéro 5, lorsqu'il a plongé. Et là, Teoscar qui laisse une balle tomber, qui tente d'attraper une balle qui finalement vire en triple de Varsho, qui est un moment clé dans le match numéro 5. Sans compter, Alain, toutes les balles, les mauvais lancers qu'on a eu dans ce match-là. Il y a même Mookie Betts qui a fait un relais, une balle à double jeu avec un mauvais relais au deuxième qui fait qu'on peut pas compléter le double jeu. Pas les Dodgers, ça. Les Dodgers jouent pas de la manière, puis je pense que c'est je pense que, honnêtement, Alain, là,
Les Dodgers allaient la trouver un petit peu plus facile, cette série mondiale-là, puis ils ont frappé un mur dans la façon dont les Jays sont arrivés là. Nullement intimidés, on joue à la balle, on a des gars qui peuvent frapper des circuits, on a des... Tu sais, le bas de la formation a obtenu des gros coups sûrs, on joue bien en défense, on lance. Tu comprends, fait que c'est comme si les Dodgers s'en sont jamais vraiment remis encore de cette manière de jouer des Jays. Il y a 2 présences au bâton, Marc, sur laquelle je veux revenir. Puis, tu as été présent sur les réseaux sociaux pendant les matchs. Nathan Lucas, quand c'est arrivé, là, puis c'est vrai que ça a été une sacrée grosse présence lors du premier match. Et l'autre, à mon avis, qui est un point tournant, c'est la présence au bâton d'Andrés Giménez dans le match numéro 4. Gaucher. Il s'est battu pour avoir un tir qui était capable de frapper d'aplomb. Il l'a trouvé, il l'a frappé. Ça a été, je pense, un moment clé. Les deux, en fait, ça a été des moments clés dans des victoires importantes des Blue Jays de Toronto. Puis on ne parle pas des joueurs de pointe, là. Exact. Tu parles de Lucas et de Giménez. Oui. Je pense que ça a été des moments importants, ça. Tu sais, Alain, on a fait beaucoup de séries mondiales dans les dernières années, puis c'est souvent ça. Les équipes qui sont capables de 1 à 9 de te faire mal, tu sais, d'aller chercher un gros coup sûr, une grosse présence sur les buts, puis tu sais, Giménez, là, c'est pas le premier gros coup sûr qu'il obtient en série. Là. Rappelle-toi, ces 2 circuits contre Seattle qui avaient vraiment aidé la cause. Fait que, tu sais, tout le monde embarque dans le processus, puis hier, je dis toujours hier, là, parce mais dans le 5e match, tu sais, tu parlais de Springer absent. Mais là, Springer est encore absent. Certains pensaient qu'il allait peut-être jouer dans le match numéro 5. Ben non, on va mettre Davis Schneider comme premier frappeur. Bang, il frappe un coup de circuit pour commencer le match. Et Vlad qui suit par la suite. Donc, lorsque tu dis que tout le monde contribue, là, ben tout le monde contribue à leur façon, à leur manière, mais ça fonctionne, Alain. Le fameux baseball de situation, là, tu sais, je veux dire, on a un coureur au premier but, il y a un mauvais lancer, il est rendu au 2e. Barger fait un roulant du côté droit, il est rendu au 3e. On vient marquer sur un ballon sacrifice. Je veux dire, c'est ça, quand je dis l'ABC du baseball, là, je trouve que les Blue Jays l'ont parfaitement dans cette série mondiale-là. C'est une des grandes raisons pour lesquelles ils mènent la série présentement 3-2. Oui. Marc, on va s'arrêter le temps d'une légère pause. En attendant, on s'adresse à vous, amateurs qui nous regardez ou nous écoutez, pour la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville, votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. Consultez le www.sylmar.ca. Le 6e match, les Blue Jays vont confronter à Yoshinobu Yamamoto. Est-ce que les Blue Jays vont être capables d'en venir à bout? Je vous propose cette question-là. Vous pouvez vous adresser évidemment directement sur le site du compte complet, sur notre page Facebook idéalement. Donc facebook.com/compte complet balado. Le match aura lieu vendredi. Ça vous donne amplement de temps pour y réfléchir. C'est lui qui sera le partant, je vous le rappelle, dans le match numéro 6 entre les Dodgers et les Blue Jays qui aura lieu à Toronto. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Alain, je prends aussi quelques instants pour souligner notre partenaire principal plan de match, boutique de baseball et à Boucherville et à Jonquière. Boucherville, il y a des cages intérieures aussi, des cours privés au cours de l'hiver. C'est la période pour déjà se préparer pour le printemps prochain. Allez sur la boutique en ligne qui est boutiqueplandematch.com. Tout est disponible sur cette plateforme. Elle est évidemment vous équiper donc pour la prochaine saison. On les remercie. Si vous voulez plus de détails sur notre balado, vous avez qu'à visiter notre site internet qui est le www.comptecomplet.com. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut parler de cette série mondiale. Marc, il faut absolument revenir sur le match de 18 manches qui a été livré entre les Blue Jays de Toronto et les Dodgers. À mes yeux, ça devenait de plus en plus clair que les Blue Jays étaient sur du temps emprunté. Tu as fini le match sans Springer, sans Bichette, sans Kirk et sans Barger. C'était l'équipe B qui était rendue sur le terrain. Avec tout le respect que j'ai pour tous ceux qui ont contribué à la cause, ça te prend tes gros gars. Il ne restait à peu près que Guerrero. Donc, tu sais, à un moment donné, là, trop, c'était peut-être trop là, pour les Blue Jays. Oui, non, puis, tu sais, Alain, je pense que tu gères une partie de baseball comme gérant, tu le gères pour
9 manches. Tu gères pour gagner l'intérieur de 9 manches. Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, tu t'en vas en manche supplémentaire, mais regarde, même les Dodgers, on songeait, écoute, Yamamoto était rendu en train de s'échauffer en 18e, là. Ben oui. Tout le monde était rendu mal pris. Mais effectivement, il y a quelques changements. Moi, c'est le changement de Barger qui m'a un peu chatouillé. Alain, je veux dire pourquoi? Parce que on venait de perdre Springer. Évidemment, tu peux pas le prévoir, là, tu peux pas prévoir qu'un joueur se blesse, mais on venait de le perdre. Et on venait d'enlever Bichette. C'était correct, c'était pas un prévu. On sait qu'il avait encore son genou amoché. Bon, alors tu perds Springer, tu perds Bichette. Tu sais, garde Barger. Tu comprends? Parce que Barger, est pas mauvais en défense. Là. Je veux dire, c'est pas, on l'a vu au cours de la série. Puis c'est un bon coup de bâton. Puis là, finalement, Myles Straw a eu 3 ou 4 présences au bâton par la suite, où on aurait pu aller chercher une victoire, parce que Myles Straw s'est présenté au bâton une fois certainement, avec des coureurs en position de marquer. Fait que ça a été peut-être la décision, là, parce qu'à un moment donné, quand t'enlèves Kirk, ça fait 13, 14 manches qui agit comme receveur. Il y avait des raisons derrière tout ça. Mais effectivement, à la fin, on a eu quelques petites chances. Lorsque Kershaw est arrivé avec les buts remplis contre Nathan Lucas, si coup sûr, but sur balle, il y a un point qui se marque là. Trop facile après de dire on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Là, c'est le sport parfait pour. Mais dans ce cas-ci, moi, le seul changement que j'aurais fait du côté des Jays, là, c'est que j'aurais gardé Barger dans la formation. Au lieu d'amener Myles Straw comme coureur suppléant là, dans une situation où il était loin d'être certain qu'on allait marquer un point dans ce match-là. C'est le consensus pas mal, Marc, ce que tu dis là, de la part des observateurs qui ont regardé le match. C'est la décision là, qui est la plus remise en question. Moi, c'est de ne pas avoir ramené Chris Bassitt en 9e, moi, qui m'a chatouillé un petit peu. On s'en allait en prolongation, donc pas de coureur au 2e, donc tu sais, oui, on gère un match de 9 manches, mais tu veux le gagner, ce match-là. En fin de 9e, c'est sûr qu'il va y avoir une 10e. Tu vas avoir besoin d'autres lanceurs éventuellement. Moi, j'aurais étiré un peu plus Chris Bassitt. Il lance bien en série présentement. Il aurait commencé la manche. D'un autre côté, dans le grand livre des Dodgers, est-ce qu'on ne voulait pas que Bassitt affronte le haut de la formation? Parce que c'est là qu'on était rendu chez les Dodgers. Donc, est-ce qu'on voulait laisser ça à Hoffman? Ça se peut. Puis ça se défend. Oui, puis tu regardes comment ça s'est déroulé, Alain. On n'a pas donné de points. On s'est d'ailleurs rendu jusqu'en 18e. Donc, on ne peut pas aller contre cette décision-là. Ça amène un bon point, par contre, dans le cas de Chris Bassitt. Là, Bassitt, c'est un lanceur partant en saison. C'est la première fois depuis une dizaine d'années, Alain, qu'il agit vraiment comme releveur. Puis là, tout le monde dit, il faudrait qu'il lance la 9e. Puis là, le match suivant, il faudrait qu'il lance 3 manches. Il fallait qu'il fasse ci, il est capable. Là, il faut faire attention. OK? Dans le cas de Chris Bassitt, il devient un releveur. Donc, si tu veux qu'il lance 2 jours consécutifs, 3 jours consécutifs, tu ne peux pas l'envoyer à 50 lancers à fois, là. Pas parce qu'il est partant, là. Fait qu'il y a une manière de le gérer. Et je dirais aussi que son corps doit s'adapter, Alain. Tu es habitué de lancer, tu as tes journées de repos. Oui, tu lances entre tes départs. Mais là, tu sais, dans le feu de l'action, c'est différent. Moi, j'accepte totalement la façon dont on l'a utilisé. On a amené Varland dans le match numéro 4. Là, Varland, ça a mal commencé. Il a donné un simple, un double. Là, tout le monde paniquait un peu. On disait, pourquoi on n'a pas laissé Bassitt? Il avait lancé la veille. Puis là, tu venais de lui donner 2 manches. Il faut juste regarder un petit peu plus loin quand il y a une prise de décision, Alain, sur un lanceur. Puis Bassitt, comme j'ai mentionné, il n'est pas habitué de lancer à tous les jours. Son corps n'est pas habitué à lancer à tous les jours. Il faut lui donner le repos nécessaire parce que si on avait eu besoin hier, dans le match numéro 5, on aurait pu utiliser Bassitt. Il aurait été disponible. Mais si tu lances, il fait lancer la manche supplémentaire la veille, là, il ne sera peut-être pas disponible. Mais Alain, on va se le dire, il a stabilisé les releveurs de fin de match. Dominguez, correct, ça va, il n'y a pas de problème. Moi, c'est un gars de confiance. Hoffman va très bien, de toute évidence. Mais ça te prenait aussi... Tu sais, Varland a été beaucoup utilisé un peu plus tôt pour mettre, pour la fin de la 5, même la 6. Ça te prenait un autre gars, Alain. Puis Bassitt est venu se faufiler là-dedans comme si rien n'était. Moi, j'admire beaucoup cette attitude-là. Tu sais, c'est un gars qui pourrait dire, hey, pourquoi c'est Scherzer qui part? Pourquoi moi, j'ai pas le départ? Puis, tu sais, je veux dire, il a bien lancé pour le mériter, c'est peut-être ce départ-là. Fait que,
John Schneider, là, on l'a beaucoup critiqué, à tort ou à raison. Sa communication avec ses vétérans, moi, je pense qu'elle est très solide. Il y a des qualités de John Schneider. Il a fait des choses de la bonne façon, certainement dans l'esprit d'équipe. Il n'est pas totalement responsable de tout ça, mais un gérant, Alain, c'est un de ses rôles principaux dans le baseball moderne, c'est de s'assurer qu'il y a une belle synergie à l'intérieur de l'équipe. Il l'a bien fait, de toute évidence. Puis l'autre aspect que j'aimerais mentionner, tu sais, on l'a critiqué, là. Je ne dis pas qu'on l'a jamais critiqué. Au contraire, on l'a très, très, très critiqué au cours des dernières années. Il a le droit de s'améliorer. Il a le droit d'être meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 1 an ou 2. Fait que, moi, je pense que c'est le sport parfait pour jouer les gérants d'estrade, puis on aurait dû faire ci, puis on aurait dû faire ça. Mais moi, je dois donner le crédit à John Schneider. Il a été quand même très bon dans ces prises de décision-là. Il est à un match de gagner, une victoire de remporter une série mondiale. Ouais. Puis évidemment, tu le sais, Alain, il n'est pas le seul derrière. Là, il y a une équipe derrière lui. C'est lui qui prend tout le lot là, des prises de décision. Mais tu sais, ça fait partie, Alain, des succès de l'équipe. La façon dont le gérant et l'équipe d'entraîneurs s'est aussi adapté à la situation. Puis on va aussi souligner le travail de l'instructeur des frappeurs qui, cette année, a certainement donné... tout le monde s'est amélioré en attaque, ou presque. Fait qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui en est responsable. Puis, encore une fois, c'est pas juste une personne, mais c'est un ensemble de facteurs qui fait que le personnel entraîneur a été très, très bon pour l'équipe des Blue Jays. Écoute, il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'attarder. Je veux te parler de la préparation des Blue Jays. Ça a déjà été abordé, mais je pense qu'on le voit vraiment. Mais avant ça, Marc, on a parlé de la relève des Blue Jays. Un petit mot sur la relève des Dodgers. Je regardais, là, puis on est vraiment amputé. Je sais que du côté des Blue Jays, on aurait aimé probablement avoir un Rodriguez et un Garcia en pleine forme. Mais Bassett, comme tu dis, est venu remplacer, je pense, ces bras-là manquants. Mais du côté des Dodgers, là, je regardais, il y a 4 gars sur lesquels on pourrait se fier. Vesia, on le sait, est absent pour des raisons personnelles. Un Kopech, un Gratterol, Evan Phillips, Marc. Je ne parle pas de Kirby Yates, il n'a pas connu une bonne saison. Lui, je ne suis même pas sûr qu'il aurait fait partie de l'équipe de toute façon. Tanner Scott non plus. Mais les 4 autres que je t'ai nommés, Marc, ils auraient pu faire une différence dans cette série-là. Oui, parce que c'était clair, avant même que la série commence, que c'était le maillon faible de l'équipe, des Dodgers. Tu sais, on le disait, là, tu sais, les Blue Jays peuvent être dans le match jusqu'en 6-7e, puis sortir le partant, on a une chance. Tu sais, je veux dire, c'était facile. Alors, ça a été le cas. On n'a pas été capable de combler ça. J'aurais pensé que Sheehan aurait pu être utilisé un petit peu plus, un peu comme Bassett l'a été utilisé du côté des Blue Jays. Mais ça fait que, écoute, je reviens un peu à l'année passée, Alain, lorsqu'on disait une équipe de 350 millions, puis c'était des ouvreurs qui commençaient des matchs du côté des Dodgers en série. Là, on est allé durant la saison, puis on a signé Snell, puis on a signé un paquet de partants. Ben là, on se retrouve évidemment avec un manque de releveurs. Puis oui, il y en a plusieurs sur les des blessés, mais on n'a pas été capable de combler la perte de ces releveurs-là, qui fait que les Blue Jays, Alain, ont complètement sauté sur cet aspect-là des Dodgers pour en profiter. Ben, ça m'amène au niveau de préparation, Marc, des Blue Jays de Toronto au cours de cette série. On en a parlé, Marc, dans la première série qu'ils ont disputée. Les fameuses journées de congé, finalement, on a appris. Puis c'est clair, notamment dans le cas de Vlad Guerrero. Lui, on l'a replacé. Rappelle-toi, la dernière semaine, Marc, tu regardais ça, puis tu grinçais des dents pas mal. Là. Son élan, c'était... S'il se regardait lui-même, probablement qu'il partirait à rire aujourd'hui. Mais c'est que tout le monde... Avant cette série-là contre les Dodgers, ce que je regardais, c'est que le taux de contact était non seulement élevé, c'est la qualité des contacts. On frappe la balle d'aplomb. Ça veut dire que les frappeurs ont l'information sur les lanceurs qu'on affronte. On va enlever Yamamoto de l'équation. Là, c'est le seul qu'on n'a pas solutionné encore, mais tous les autres, on a réussi à le faire. On en a frappé des bons, là, les 2 gauchers des Yankees. Rodon, Fried, on les a sortis à coups de pied dans le derrière. Les partants des Mariners y ont goûté aussi. On était prêts, on est préparés.
Puis c'est la même chose pour les lanceurs. On a mal fait paraître les frappeurs des Dodgers de Los Angeles dans cette série-là. Marc, le MPP est en bas de 700 là, depuis le début de cette série-là. Moi, c'est vraiment le niveau de préparation des Blue Jays qui m'impressionne dans cette série-là. Ben, c'est ce que je disais tantôt sur la qualité des entraîneurs. Là. Le rôle des entraîneurs, c'est surtout ça, c'est la préparation, c'est comment on affronte les frappeurs adverses, comment les frappeurs, eux, peuvent s'ajuster. Puis, c'est une grande force, Alain. Là, souvent, les gens vont dire, OK, ben qu'est-ce qu'on fait face à Yamamoto dans le match numéro 6? Ben là, la question que je pose, c'est qu'est-ce que on utilise notre force, donc on continue avec notre force, ou on tente de combler la force du lanceur adverse? Parce que, tu sais, techniquement, Alain, bon, on vient de parler des releveurs. Donc, si tu aimerais sortir Yamamoto en 6e, alors si tu veux le sortir, ben, assure-toi qu'il effectue beaucoup de lancers. Par contre, du côté inverse, qu'est-ce qui fait que l'attaque va bien aussi, puis que le taux de contact est élevé, puis le taux de bon contact est élevé? C'est qu'on s'élance tôt dans le compte. Tu sais, à l'intérieur des 3 premiers lancers. Après ça, on a des bonnes présences au bâton, là, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, je vais m'attendre une prise avant de m'élancer? Tu risques de te retrouver 0-1 à chaque fois, là. Fait que tout est discuté, hein? Puis j'ai hâte de voir comment sera la stratégie face à Yamamoto. Mais tu as raison de dire qu'on a sorti un paquet de bons lanceurs. Ouais. On fait nos devoirs, Alain, puis on y va avec ce qu'on est capable de faire. Ce que je veux dire par là, c'est que Locus n'essaie pas de frapper des bombes, là. Locus essaie de se rendre sur les buts. Jiménez, comme 9e frappeur, là, tu vas me dire qu'il y a eu des gros circuits, mais lui, là, met des balles en jeu quand il y a une situation de coureur au 3e, puis moins de 2 retraits. Il l'a fait. Fait que, tu sais, c'est comme si on reste à l'intérieur de nos moyens. On sort pas de, tu sais, on n'essaie pas de jouer les héros. C'est pas notre style, tu sais. J'ai pas vu Vlad tenter une amortie surprise, là. Tu comprends? Il est là pour produire, frapper une balle d'aplomb. Donc, tu as raison de mentionner que c'est probablement probablement la chose la plus importante de des séries, mais de cette série mondiale. C'est la préparation des Blue Jays de Toronto. Puis je ne dis pas que les Dodgers sont mal préparés, mais il y a certainement un avantage du côté de Toronto à ce niveau-là. Oui, et écoute, puis chapeau à Vlad de s'être adapté, de s'être ajusté depuis le début de ces séries-là. Il est encore extrêmement redoutable. D'ailleurs, j'ai l'impression que les Dodgers vont commencer à regarder lancer autour de lui comme des Blue Jays le font autour de Shohei Ohtani. Mark Trey Savage, ce qu'il a réalisé dans le match numéro 5, c'est vraiment impressionnant. Après un premier départ, coup-ci, coup-ça, il a fait manger les Dodgers dans sa main. C'est pas compliqué, là. Je veux dire, à part Kike Hernandez et son coup de circuit, il n'y a rien donné. Ça s'est terminé par un double jeu. 7 manches solides de la part d'un joueur recru qui n'était même pas avec l'équipe. On se doutait qu'il était pour s'amener éventuellement. Premier choix 2024. Ma foi, Marc, les mots me manquent. Là, les superlatifs manquent un petit peu là, pour décrire là, le rendement de ce gars-là là, qui se comporte comme un vétéran. Ben, tu sais, Alain, je sais que c'est un choix de première ronde, 20e au total, là, si je ne m'abuse, mais qui l'a fait cette année? Premièrement, là, le premier match qu'il a lancé en 2025, c'était devant 253 spectateurs dans le A moyen. Puis là, il a gravi les échelons. Honnêtement, Alain, si tu arrives avec un scénario de film, tu dis, garde, il est arrivé ça, tu vas dire, hey, t'exagères. Ça arrive pas. Là. Ça arrive pas au baseball qu'un gars est repêché l'année suivante dans le A moyen, A fort, 2A, 3A, Ligue majeure, série mondiale. Non, ça arrive juste pas. Là. Donc, c'est phénoménal. C'est un vrai chef-d'œuvre qu'il a lancé hier. Et les 2 derniers départs en série, il n'y avait pas nécessairement trouver cette balle fronde qu'il avait eue dans le premier match face aux Yankees, rappelle-toi. Il était obligé de se fier à ses autres lancers, puis c'est correct, il y a eu des sorties très honnêtes malgré qu'il ne l'avait pas. Parce que la balle fronde, là, ou la splitter ou la split finger, appelez-la comme vous voulez, c'est le même tir. C'est vraiment un lancer, Alain, de feeling. Hein? C'est vraiment de sentir comment je me sens aujourd'hui. Parce que si c'était facile à lancer puis que tout le monde se sentirait bien avec ce lancer-là, tout le monde l'utiliserait puis il n'y aurait pas un frappeur qui pourrait frapper des coups sûrs. Mais l'ajustement de départ, entre ces départs, de travailler, de la retrouver, cette balle fronde-là, ça a été vraiment surprenant. Il pouvait peut-être aussi inquiéter,
ses 2 premiers départs en carrière ont été à l'étranger, mais c'était au stade des Rays, le stade de camp d'entraînement des Yankees. Alors, c'était vraiment un vrai premier départ, si vous voulez, à l'étranger, au Dodger Stadium, dans un match numéro 5 de Série mondiale. Tu sais, c'est du sang-froid, pas possible, Alain, d'arriver de même puis de maîtriser une attaque. Je sais que l'attaque des Dodgers ne va pas bien, mais donnons plus le crédit aux lanceurs des Blue Jays. Vraiment, vraiment impressionnant. Moi, j'ai utilisé l'expression, ça a été un chef-d'œuvre au Monticule. Vraiment, là, de le voir aller. La synergie avec Alejandro Kirk est quand même assez impressionnante. Regarde, c'est ça. C'est une des raisons principales pour lesquelles les Jays se retrouvent dans cette situation-là. C'est Trey Savage. Il fait partie encore une fois de ce gars-là qui amène son équipe plus loin. Il ne peut pas faire tout seul, mais ce qu'il a fait, là, c'est vraiment impressionnant. Oui. Bien, Marc, on verra si on va être capable de terminer le travail parce que c'est le temps de la carte de baseball de la semaine, présentation de... fois en Série mondiale de 1957, dont le 7e match contre les Yankees de New York. Il a eu une longue carrière qui a été entachée par la suite, Marc, en raison, il faut bien le dire, là, de sa réaction face à l'arrivée des Noirs dans le baseball majeur. Puis il y en avait un très bon au sein de son équipe, qui était Hank Aaron. Tu sais. Donc, malheureusement, son comportement à l'endroit de ses propres coéquipiers a été suivi à de nombreuses reprises à la suite de sa carrière. Puis, contrairement à d'autres, je pense à Joe Adcock, entre autres, lui aussi, mais sauf que Adcock, à un moment donné, a pris le téléphone lui-même, a appelé Hank Aaron pour s'excuser de la façon dont il s'est comporté à ce moment-là. Dans le cas de Lou Burdett, Marc, une anecdote à son sujet. Il a été solide comme partant pendant plusieurs années. Claude Raymond, quand il est arrivé avec les Braves de Milwaukee, c'est la même organisation, Burdett a été instructeur par la suite, mais il commençait à transmettre son savoir. À un moment donné, il a expliqué à Claude Raymond comment se servir des petites égratignures qu'il y avait sur la balle et comment la lancer comme il faut pour permettre à cette balle-là de bouger un peu plus que ce qu'elle ferait normalement. Burdett était soupçonné d'avoir recours à des moyens plus ou moins légaux lorsqu'il lançait. Et ce qu'il a expliqué à Claude Raymond, c'est que tu n'as pas besoin de rien faire. Tu as juste à regarder si la balle, naturellement, a un petit quelque chose. Il n'y a rien qui t'empêche de l'exagérer éventuellement, puis de t'en servir. Voilà. Donc, c'est Claude Raymond qui m'avait raconté cette anecdote et Claude Raymond qui avait terminé en disant « C'est là que j'ai appris qu'une balle neuve, ça ne valait pas grand-chose. » Donc, voilà. C'est l'anecdote de Lou Burdett qui est notre carte de la semaine. C'est le temps d'encourager les jeunes à la lecture avec les livres pondus par notre ami Bob McDuff. Évidemment, c'est la série Baseball Bob. Je vous invite à aller au www.baseballbob.ca. Et la dernière mouture de notre ami Bob, c'est la sortie d'un livre à colorier. Son deuxième livre qui sort cette année. Ce sera donc le 5e de Bob McDuff. C'est une bonne façon pour les jeunes de s'initier à la lecture, pourquoi pas au baseball, qui est le thème central de ces livres, et de faire aller votre imagination également. Donc, encore une fois, www.baseballbob.ca. Notre profil de la semaine, Jeff Hoffman, qui est le releveur numéro 1 de la formation. Ça n'a pas été une année facile, difficile de l'évaluer. C'est que son ratio de coureurs par manche, Marc, a été très, très bon. On le sait tous, ce qui lui a fait mal cette année, c'est la longue balle à des moments inopportuns. On ne se trompera pas. Et en relève, ça ne trompe pas. Un partant qui donne un circuit de temps en temps, quand il n'y a personne sur les buts, c'est correct. En relève, tu n'as pas ce luxe-là. Jeff Hoffman, choix première ronde des Blue Jays en 2014, 9e au total.
certains prétendaient que c'était le meilleur lanceur issu des niveaux universitaires cette année-là qui était disponible. Le problème, c'est que à sa sortie des niveaux universitaires, il a eu besoin de l'opération Tommy John. Et Hoffman ne manquait pas de confiance, Marc, quand il est sorti des niveaux universitaires. On lui avait demandé est-ce que tu penses que les Blue Jays ont bien fait de te repêcher? Et Hoffman avait répondu ils ont obtenu le meilleur joueur. Regarde. Fait que, il n'a pas lancé très longtemps. Il y a eu l'opération. Et quand il est revenu, il a fait partie d'une grosse transaction. Les Blue Jays, en 2015-2016, se sont rendus en série. On voulait un joueur d'Areco plus fiable que José Reyes. On a acquis Troy Tulowitzki et Jeff Hoffman faisait partie des joueurs qui ont été échangés. Marc, pour un jeune lanceur se retrouver au Colorado, c'est peut-être pas l'idéal. Regarde, sa première saison là-bas, ça a été pas trop mal, mais par la suite, c'était désastreux. Par la suite, il a été échangé à Cincinnati. Il a trouvé joueur autonome. Ça a duré même pas un mois avec les Twins du Minnesota. Et finalement, les Phillies, c'est là, en 2023, où il a retrouvé ses marques. 2 années de suite, Marc, où il a été très bon. 2024 au match des étoiles. Et là, bien évidemment, il y a une certaine controverse au cours de l'entre-saison. Baltimore était sur le point de l'embaucher comme joueur autonome. Des examens médicaux qui n'étaient pas à la satisfaction, dis-je, de l'équipe médicale des Orioles de Baltimore. On a décidé de ne pas l'embaucher. Puis finalement, on se retrouve avec les Blue Jays de Toronto. 2e séjour pour Jeff Hoffman. Plus mature, Marc. Plus en contrôle de ce qu'il fait. Et quand je dis en contrôle, c'est à tout point de vue. Son ratio de but sur balle, Marc, avant sa venue avec les Phillies, c'était au-dessus de 4 par 9 manches lancées. Il a baissé ça en bas de 4. Et son ratio retrait sur des prises par but sur balle depuis 2023, c'est au-dessus de 3, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Donc, pour ça, je te dis, est-ce que c'est son répertoire, meilleur contrôle émotif, bref, un paquet de raisons qui peut expliquer ce revirement avec les Phillies. Mais toujours est-il que là, en tout cas, moi, je le trouve impressionnant en série d'après-saison, particulièrement en série mondiale. Oui, puis oui, tu fais bien de le mentionner. Beaucoup de maturité, selon moi, Alain, dans son travail au cours des dernières années. Je pense qu'il a appris beaucoup sur lui, son rôle. C'est pas toujours un rôle qui est facile à jouer non plus en fin de match. Puis, je vais te dire, moi, tout au long de la saison, compte tenu de ce que tu as mentionné, du fait que, il est allé avec les Orioles, on n'a pas aimé l'examen médical. Il y avait on jasait beaucoup de ça. Est-ce qu'il est vraiment en santé? Et lorsque les Blue Jays l'ont mis sous contrat, moi, ça me tétille un petit peu pendant. Je me disais, est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer avec son bras? Et fort heureusement, il a lancé la saison complète. Ou est-ce qu'il y a eu des baisses à un moment donné de régime? Absolument. On a même vu la vélocité diminuer un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'il a réussi à compenser ailleurs. Donc, bravo, parce que c'est un joueur important dans l'équipe cette année. Puis, je trouve que même dans la façon dont il lançait en fin de saison, c'est de façon un petit peu plus, je dirais pas intelligente, c'est pas le bon terme, mais il est allé avec les forces qu'il avait à ce moment-là. Au lieu de toujours lancer une balle rapide, puis avec sa balle glissante, je trouve que l'utilisation de ses tirs est de façon de plus réfléchie, là, on va dire ça ainsi. Ce qui donne aux Blue Jays, évidemment, un releveur de premier plan en fin de match. Là. Écoute, il était impressionnant depuis le début des séries. Je regardais, là, 16 retraits sur des prises et 2 buts sur balle en 11 manches. Officiellement, c'est 4, mais je compte pas les 2 buts sur balle intentionnels. Il y a seulement 5 coups sûrs. Tu peux pas demander mieux de ta part de ton releveur numéro 1. Non, exact. C'est un gars qui est rassurant en fin de rencontre. Ben là, il est en train de le démontrer. Puis c'est une des forces, évidemment, des Jays en série, là, avec l'arrivée de Bassett, avec ce que Garland a fait. On en a parlé un petit peu tantôt, mais là, tu ajoutes un Hoffman qui offre des statistiques de la sorte. C'est sûr qu'on est en grande confiance. Pour ça on peut sortir notre partant un petit peu plus tôt parce qu'on a des armes pour être capable d'aller chercher les 6, 7, 8 derniers retraits du match. Là. Marc, pour les 2 derniers matchs, s'il y en a 2, là, ça s'en va à Toronto. Les Jays ont besoin d'une victoire sur les 2. Yamamoto va lancer vendredi contre Kevin Gausman. Gausman n'a pas été mauvais depuis le début de ces séries. Plus souvent qu'autrement, il a gardé son équipe dans le match. Là, c'est la 2e fois qu'on va le voir. J'imagine qu'on a pris des notes. On a vanté le niveau de préparation des Blue Jays de Toronto. Sauf qu'on n'est pas devant un lanceur ordinaire avec un répertoire d'une demi-douzaine de lancers. Ouais. Écoute, Alain,
Moi, je regarde ce que l'attaque fait. On retourne à domicile. La foule, je trouve que les Dodgers ont le moral dans les talons. Moi, je pense que ça pourrait se terminer dès le match numéro 6. Je dis pas que ça va arriver, mais je serais pas surpris qu'on trouve des solutions. Tu sais, Alain, les Jays n'ont pas gagné encore la Série mondiale. Il reste, évidemment, il reste une victoire à aller chercher au cours des 2 prochains matchs. Mais j'aime la façon. Il y a 2 choses que j'apprécie dans ce qui se passe avec les Jays. Premièrement, Alain, puis là, je vais peut-être écorcher un petit peu, là, tu vas voir ce que je m'en parle là. Mais on a vu dans ces séries-là, Alain, autant les Dodgers que les Blue Jays, que les statistiques avancées, on les prend puis on les suit pas à la lettre. Autrement dit, bon, Blake Snell qui va beaucoup plus loin. On a vu des lanceurs partants qui allaient beaucoup plus loin qu'au cours des, pas très loin, là, 2-3 dernières années. Alors, je trouve que là, on a appris que c'est côté hybride. Alors, ce que je vois, ce sont mes besoins, compte tenu des circonstances, il faut que je prenne telle décision. Alors qu'on sait que pendant quelques années, 5-6 années, là, c'était, ben garde, c'est ça, Snell, après 5 manches, tu t'en vas, puis on en met un autre. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais ce qui est encore plus le fun de ce qui arrive, Alain, c'est la manière dont les Blue Jays sont bâtis. C'est pas une équipe qui est bâtie, c'est pas une équipe unidimensionnelle qui frappe que des gros coups de circuit. On a une équipe beaucoup plus complète et on sait que l'influence d'une équipe qui remporte une série mondiale, elle est immense pour la suite des choses. Rappelle-toi les Royals avec leurs trois releveurs. Lorsqu'on était les 2 fois en série mondiale, on l'a gagné une fois. Et les équipes se sont équipées en releveurs de 7e, 8e, 9e manche par les années qui ont suivi. Alors, autrement dit, est-ce qu'on va retourner un peu plus à l'ABC du baseball dans les prochaines années, de la manière dont les Jays ont joué probablement toute la saison, et là, en série? Est-ce que ça peut influencer, Alain, tu penses, la suite des choses pour certaines équipes dans leur manière de dire, hey, écoute, ça fonctionne, cette manière-là fonctionne réellement, c'est comme ça qu'on va s'en aller? Sur un aspect, oui, c'est les balles en jeu. Et je le mentionnais plus tôt dans le cas des Blue Jays de Toronto. Puis, écoute, le contraste n'est pas si évident, même si on se fait retirer moins que les Dodgers, là, mais le contraste est évident contre Seattle. Tu sais, je regarde le nombre de retraits sur des prises entre les 2 équipes, là, la marge était immense. Et c'est le fait que, pas seulement qu'on fait contact, on fait contact solidement. Dans la façon dont les lanceurs partants sont utilisés, Marc, mais les Dodgers n'ont pas le choix. Je veux dire, tu y vas, tu vois qui t'envoie en relève là, présentement. Trinan lance tout croche. Ouais. Je veux dire, si tu as la relève des Padres de San Diego, je te garantis, Marc, après 6-7 manches, tu commences à penser à préparer tes releveurs. Là. Puis même si tu as, si tu as Gratterol, si tu as Kopech, en santé, Phillips ou même Vesia, tu y penses un peu plus tôt. Là, présentement, Dave Roberts a des mains liées. Puis sa meilleure option, c'est de garder son partant. Pour ça, de ce côté-là, je ne suis pas certain. Mais ça nous a permis, je suis d'accord avec toi, ça nous a permis de constater que oui, tu peux garder ton partant plus longtemps, peut-être dans certaines circonstances. Tu comprends? Puis Yamamoto est venu donner un sans-prix coup de main. Je pense qu'on a tous les deux un peu sauté de notre chaise quand on a vu Enriquez arriver en relève dans le match numéro 5, là. On l'avait vu contre Cincinnati, puis on sait qu'il est peut-être, ça s'en vient à 100 000 à l'heure, mais il n'a jamais été surnommé Monsieur Contrôle. Là. Fait que, tu sais. En tout cas, Alain, toujours est-il qu'on risque d'avoir une première dans l'histoire du baseball. Ben, pas on risque, on va avoir une première dans l'histoire du baseball. Alain, la saison a commencé au Japon. Et elle va se terminer au Canada. C'est la première fois que ça va arriver dans le baseball majeur. Dans l'histoire du baseball. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Puis Alain, on pourrait élaborer éventuellement un petit peu plus là-dessus, mais est-ce que si les Blue Jays remportent, même s'ils ne remportent pas le fait là, que... on s'entend mission accomplie, là. Mission accomplie pour la popularité du baseball. Ouais. On a regardé les chiffres. Hein, tu as vu les chiffres au Japon et au Canada. C'est clair qu'il y a un marché au Canada, Alain. Là, je veux dire... Ben oui. Bon. Est-ce que... peut faire réveiller du monde pour dire, hey, écoute, il y a un marché, je veux dire,
au Québec, ça a explosé, là. Ouais. En tout cas, on va recevoir éventuellement là, des gens on jasera sur l'avenir du baseball majeur à Montréal, mais chose certaine, je trouve que c'est très rafraîchissant de voir ça. Non seulement c'est populaire, tu sais, auprès, évidemment, nous autres, on est des gars de baseball autour de nous, mais c'est la population en général. Il y a quelque chose là, Alain, puis le baseball en prend des notes. C'est les meilleurs codes d'écoute depuis des années, puis tu as une équipe qui est canadienne là-dedans, là. Oui, grâce au marché international, il faut bien le mentionner. Là, d'ailleurs, ce qui me ravit, Marc, c'est que, comme ça, c'est dit très optimiste quant à la possibilité qu'on ait les meilleurs aux Jeux olympiques, tu comprends, en 2028. On a toutes les raisons d'y être. C'est aux États-Unis, en passant. Ce sera aux États-Unis. Il faudra régler quelques dossiers avant, dont celui de la convention collective. En tout cas, on ne parlera pas de ça tout de suite, Marc. Il y a une saison à jouer auparavant. Mais moi, j'ai confiance qu'on pourra éventuellement le faire. Ça va prendre du tordage de bras, Marc. Les propriétaires sont très soucieux. On investit beaucoup d'argent pour que nos meilleurs nous aident, nous. Ces propriétaires-là n'ont pas tendance à travailler beaucoup en équipe. Fait que, et c'est pour le bien du baseball qu'on le ferait, Marc, si on s'en allait aux Olympiques avec les meilleurs. Toi, tu as participé aux Olympiques. Il n'y a rien de tel. La classique du baseball annuel, ça nous a permis d'avoir une belle fenêtre, mais il n'y en a pas comme les Olympiques. Moi, je pense qu'Alain, c'est une occasion en or. Et les codes d'écoute des derniers Jeux olympiques au Japon ont prouvé à quel point les Japonais adorent le baseball. On le voit encore d'ailleurs en série mondiale. Ouais. Mais Alain, le baseball est de plus en plus populaire dans certains pays d'Europe. Et c'est le temps là, d'être sur la grande vitrine du monde du sport. Là. Moi, je pense que ça serait fantastique. Le basketball à l'époque, lorsqu'on a décidé d'amener le Dream Team, là, le basketball a explosé par la suite. Moi, je pense que je comprends les propriétaires, Alain, il y a les risques de blessure, puis c'est pas toujours évident, puis c'est pas le fun. Mais si tu veux valoriser ton sport, puis faire en sorte que ton sport est encore plus populaire, je pense qu'il faut aller de ce côté-là. Je suis bien d'accord avec toi, Marc. Match numéro 6 ce vendredi. Y aura-t-il un match numéro 7? Tout ça est ouvert. Les Dodgers, les Blue Jays, c'est-à-dire, sont en excellente position. 2 matchs à domicile. On n'en a qu'à en gagner un seul. S'il y a un 7e match, on verra Max Scherzer. Marc, si on est pour utiliser Max Scherzer, il faut que ce soit comme partant. Ce gars-là est trop fragile. Physiquement, a besoin de sa préparation. Je ne suis pas sûr qu'il va être là longtemps, mais je pense que si on est pour l'utiliser, si c'est dans les plans, il faut que ce soit en début de match. Oui, absolument d'accord avec toi. La mèche peut être très courte, effectivement, mais commence avec lui. Tout le monde est disponible. Tout le monde sera disponible. Il y a Savage, je pourrais lancer une manche même parce qu'il va avoir eu 2 journées de congé. Bieber, c'est la même chose, lui encore plus. Lauer va être disponible. Si on a à aller chercher 2 manches, 6-7 retraits, tout le monde va être disponible dans ce match-là. Peut-être moins Gausman qui va lancer parce qu'il va avoir lancé le match numéro 6. Là, mais je suis d'accord avec toi. Si on a utilisé Max Scherzer, il faut que ce soit comme partant. Et ça sera le cas d'après moi. Oui. À suivre. Merci de nous suivre. Évidemment, on va regarder ça avec grand intérêt. Marc sera présent sur les réseaux sociaux si vous voulez échanger avec lui en vue du match de vendredi. Est-ce que tu auras congé samedi, Marc? On verra ça vendredi en fin de soirée. On vous souhaite du bon baseball, tout le monde. Salut. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.